19 heures. Le Conseil national de transition CNT a clôturé ce jeudi la session du mois d'avril 2024. Au cours de cette session, plusieurs projets de loi ont été adoptés et d'autres renvoyés. Les détails, ce sera dès l'entame de ce journal. La Haute Autorité de Communication a interdit la publication non autorisée sur les médicaments traditionnels par les médias maliens. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères qui vont jusqu'à la fermeture de l'organe. Les habitants de la ville de Ségou vivent dans la peur depuis un certain temps. Une situation qui s'explique par une agression atroce enregistrée dans la ville et ses environs. Vous allez avoir plus de précisions dans cette édition et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Conseil national de transition s'est réuni en séance plénière ce jeudi 4 juillet 2024 sur le dépôt au numéro 24-16/CNT relatif au projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la coopération militaire et technique signé à Moscou le 25 mars 2003 entre le gouvernement et la République du Mali et la Fédération de Russie. Cette séance a aussi marqué la clôture de la session du mois d'avril 2024, au cours de laquelle plusieurs projets de loi ont été adoptés. Je vous propose ici de suivre quelques réactions au micro de nos reporters Zakaria Omar Keïta et Bakary Dao. Pendant cette session, nous avons eu à examiner 19 projets de loi. Le code pénal et le code de procédure pénale a fait l'objet de renvoi sur demande du gouvernement. Et 9 propositions de loi ont été aussi renvoyées à la prochaine session du Conseil national de transition pour complément d'information. Les projets de loi que nous avons adoptés touchent l'ensemble des secteurs de développement de notre pays, principalement les secteurs de la défense et de l'énergie. Des textes autorisant la ratification des conventions sur l'entraide judiciaire en matière pénale, en matière commerciale, sur l'extradition, sur le transfert des personnes condamnées ont également été adoptés. On peut citer en plus le projet de loi portant création de la Direction générale des domaines et du cadastre, le projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2024 qui a vu le renforcement de l'enveloppe budgétaire du secteur de la défense et de la sécurité. Comme vous le savez, le gouvernement au mois d'avril a suspendu jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Ces mesures, nous les soutenons au Conseil national de transition parce que notre pays est dans une phase cruciale et décisive. Nous les soutenons car elles sont gages de cohésion. Le mobile, il n'y a pas qu'un seul mobile. Il y a aussi un besoin de renforcer la confiance entre les deux États. Et deuxièmement, nous avons confiance à la Russie. Aujourd'hui, la fermeture a coïncidé avec la concrétisation de la relation bilatérale entre le Mali et la Fédération de Russie. Il est important que la France avait empêché les autorités politiques du Mali à signer l'accord avec la Russie qui était programmé depuis 2003. Et aujourd'hui, nous venons de concrétiser cette relation. Nous venons d'établir la vraie relation entre le Mali et la Fédération de Russie. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. La Haute Autorité de Communication a organisé ce jeudi une rencontre avec les fêtières des médias et les acteurs du secteur de la santé. L'objectif était d'échanger sur la problématique de la publicité non autorisée sur les médicaments traditionnels par les médias. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako et le compte-rendu est signé Amadou Diarra. La publicité non autorisée sur les médicaments traditionnels par les médias a atteint un seuil inquiétant dans notre pays.
246 cas ont été répertoriés par la Haute Autorité de Communication, HAC. Dans le but de freiner cette pratique qui prend de l'ampleur, la HAC a organisé la présente rencontre avec les faîtières des médias et des professionnels de santé sur ces sujets. Je me dois, dès l'entame, quand même de donner quelques clarifications pour que les uns et les autres comprennent où est-ce que nous voulons aller. Loin de nous toute intention d'interdire la pratique de la médecine traditionnelle. Nous avons fait le constat que la publicité qui s'est faite sur les médicaments traditionnels, elle est quelque part nuisible. D'autant plus que pour la plupart du temps, non seulement elle n'est pas autorisée, mais elle est mensongère. Un tradithérapeute qui vend son médicament dans sa maison à lui ou qui traite les gens dans sa maison à lui sans publicité sur les médias, nous, on n'a rien à voir avec lui. Il faut que ça soit clair. Nous, on n'a rien contre. Mais ce que nous condamnons et que nous saurons accepter, que les radios, que les médias soient ouverts à de telles pratiques. Après les clarifications, le président de la HAC est revenu sur les conséquences du phénomène. Ces problèmes, ils se déclinent comment? La publicité, vous tous, vous avez suivi souvent certaines radios. On vous prend un médicament, on dit un seul médicament, il peut guérir toutes les maladies du monde pratiquement. Mais tout le monde sait manifestement que ça c'est faux. Il y a des médicaments traditionnels qui sont recoupés avec des produits chimiques. Ça aussi c'est fait. Ainsi, le représentant du ministre de la Santé et le président du GEPAC ont invité tous les acteurs concernés à collaborer et à respecter les textes. Les textes disposent que l'activité publicitaire informelle ou illégale est un délit. Donc le législateur a allé très loin. Il n'a pas considéré que c'est simplement des amendes. Il a même prévu des peines qui peuvent aller jusqu'à des peines de privation de liberté. Évidemment, nonobstant les condamnations pécuniaires, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc quand nos textes vont jusqu'à ce niveau dans le cadre d'une activité, cela suppose que les législateurs, les gouvernants et les acteurs ont compris qu'il y a des sujets sensibles sur lesquels il faut mettre des restrictions. Et nous sommes très ravis également de siéger auprès de l'administration parce que ni la HAC ni le ministère de la Santé ne pourra pas tout de suite sanctionner. Il nous faut passer par l'administration, il nous faut passer par les agents d'application de la loi. Et toutes les fois où nous rencontrons ces difficultés, que nous remontons l'information, c'est une lutte collaborative que nous devons mener. Aussi les médias, et quand on regarde toutes ces publicités, ça se passe sur les radios. En tout cas, pour mettre fin à ces fléaux, la HAC menace de prendre des sanctions très lourdes contre ceux qui continuent à violer la loi. Des sanctions qui pourront aller à la fermeture de la structure concernée. Actualité sur un tout autre plan, l'Alliance pour lutter contre la cécité évitable, la deuxième génération, a procédé ce mercredi 4 juillet 2024 au lancement de la campagne de chirurgie de la cataracte à la Maison des Aînés. Ces campagnes s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la cécité évitable au Mali. Et pour cette campagne, les organisateurs misent sur de milliers de consultations et d'interventions chirurgicales. Le point avec Assitan Diallo et Zakaria Omar Keïta. Consulter au moins 6000 personnes et opérer au moins 2000 personnes. Tel est l'objectif visé à travers cette campagne de chirurgie de la cataracte de cette année au Mali. Et pour cela, toutes les dispositions sont prises. L'équipe mobile est dotée d'un équipement médico-chirurgical qui permet de consulter, d'opérer la cataracte. S'il n'y a pas d'obstacle et que la consultation a posé le diagnostic opératoire de la cataracte, on procède à l'intervention. Et nous avons une capacité d'intervention entre 25 et 30 par jour. On peut aller légèrement au-delà comme on peut être un peu en bas en fonction de l'objectif et du nombre de malades consultés et qui doivent être opérés. Ainsi, jusqu'au 12 juillet, plusieurs personnes bénéficieront gratuitement de consultations et de chirurgie de la cataracte à Bamako. Une initiative qui réjouit plus d'un. L'objectif, c'est de consulter au moins 6000 personnes cette année et d'opérer au moins 2000 personnes atteintes de cataracte. L'année dernière, nous avons opéré dans 12 localités du pays. Et cette année, c'est 10 localités qui sont prévues, dont Bamako, bien sûr. C'est très, très important parce qu'il va de la santé des populations qui ont un certain âge, cibles personnes âgées.
Et il y va aussi de l'amélioration de la santé en général et de la quiétude dans les foyers et de l'indépendance des uns et des autres par rapport aux activités qui sont appelées à mener. C'est une fierté et la mobilisation que vous avez ici aujourd'hui par rapport à la présence des patients donnant de l'importance que les uns et les autres accordent à cette activité. En plus de Bamako, plusieurs autres localités sont concernées par cette campagne. Il s'agit de Koutchala, Kita, Nyono, Fana, Ouelessebougou, San, Dioïla et Djéné. Les habitants de la ville de Ségou semblent vivre dans un village d'horreur. La psychose s'est emparée de la localité avec une histoire d'agression de femmes dans leur propre concession. Une tragédie qui dure depuis 2 ans. Je vous propose ici de suivre les explications. Kouné, Wereba, Sorowere, Djalabougou dans la commune rurale de Pelengana, contiguë à la ville de Ségou, en allant vers Koutchala, a été à la même période, en 2023, le théâtre d'une série d'agressions mortelles à la hache, au couteau et à la machette. Plusieurs innocents ont ainsi perdu la vie en juillet 2023. Ces agressions ont été perpétrées suivant le même mode opératoire. Les agresseurs accomplissent leur sinistre besogne la nuit en général. Ils ont en main soit un couteau, une machette ou une hache. Ils s'introduisent chez leurs victimes en passant par le mur. Ils tuent de sang-froid toute personne qui a la malchance de s'offrir à leur vue. Ils s'évanouissent dans la nature après leur forfait sans s'emparer du moindre bien. Le jeudi 13 juillet 2023, à Djalabougou, un chef de famille avait été retrouvé se vidant de son sang dans son lit, sa tête portant de graves blessures faites vraisemblablement à la hache. Quant à son épouse, elle a eu moins de chance. Battue à mort, elle a rendu l'âme. La veille, dans le village de Kouné, un paisible habitant sauvagement agressé à coups de couteau à son domicile était mort sur place. Son épouse a été tuée de la même manière avant d'être violée. Non loin de là, 2 jeunes filles ont été retrouvées mortes dans leur concession familiale, leur corps criblés de coups de couteau. Survenus en l'espace de quelques jours à Sorowere, Wereba, Kouné et Djalabougou, ces drames ont endeuillé à l'époque la commune rurale de Pelengana. En proie également à la psychose, les habitants ne dormaient que d'un seul œil. Et c'est dans ce contexte que le samedi 16 juillet 2023, un de ces serial killers a eu le toupet d'agresser en pleine journée un paysan dans son champ à Djalabougou. Et c'est au moment où il s'apprêtait à abattre sa hache sur lui que ce dernier l'aperçut. Plus prompte que son agresseur, il lui donna un bon coup de dabat. Les secours arrivèrent aussitôt. Le sinistre individu sera lynché et traîné en bordure de la voie publique où il fut brûlé vif. Après cette vindicte populaire, le phénomène des agressions nocturnes avait presque totalement cessé jusqu'à ces dernières semaines où de nouvelles attaques ont été rapportées et cette fois-ci en pleine ville de Ségou. Après les localités environnantes de la cité des Balanzans, les malfrats agresseurs des gens dans leur sommeil sont passés à l'action dans la ville de Ségou. Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juillet 2024, au moins 3 agressions ont été enregistrées dans le quartier de Bougoufié, communément appelé Bamananki. Selon notre correspondant, les malfrats, violeurs et assassins se sont introduits nuitamment dans au moins 3 familles. Munis de haches, de pilons et de machettes, ces bandits, dans leur forfait, ont tué une femme et blessé grièvement une autre. Cette dernière a été urgemment conduite à l'hôpital pour des soins. Et après leur forfait, ils se sont évanouis dans la nature. On espère que les enquêtes ouvertes par la police locale porteront rapidement leurs fruits. Et en attendant, c'est la peur sur la ville, surtout avec les coupures d'électricité. Et par rapport aux attaques terroristes au pays d'Ogon, l'association Djina Dogon interpelle les autorités. Et oui, face à la recrudescence des attaques terroristes au pays d'Ogon, faisant de nombreux morts civils et des dégâts matériels importants, l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture d'Ogon, Djina Dogon,
dénonce le plan de gestion sécuritaire du centre et particulièrement du pays d'Ogon. Elle invite donc les autorités à reconsidérer le plan de gestion sécuritaire du centre et particulièrement du pays d'Ogon qui a montré vraisemblablement ses limites à un tel enseigne que la population de la région de Bandiagara a le sentiment d'être abandonnée à son triste sort. Et dans un communiqué en date du 3 juillet, le gouverneur de la région de Bandiagara a condamné ces attaques barbares et promis qu'elles ne resteront pas impunies. Et dans le document, il a aussi présenté aux familles des victimes les condoléances les plus émues de la nation. L'agroalimentaire est l'un des plus grands secteurs économiques du Mali. Conscient de cela, l'organisation néerlandaise de développement SNV a organisé son premier comité consultatif pays du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. Son objectif est de contribuer à une résilience, à une sécurité alimentaire et des revenus des ménages agricoles agro-pastoraux accrus dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 4 juillet 2024 dans un hôtel de la place en présence de nos reporters Emma Fifamenounaouan et Montala Ouattara. La mise en œuvre de ce programme sur une décennie vise à ouvrir la voie à un Sahel plus résilient et durable. Le Pro-Aride est mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger en se focalisant sur les régions où les moyens de subsistance agricole et pastoraux se rencontrent. Pro-Aride cherche à répondre aux défis multiples et complexes auxquels sont confrontées nos communautés. Pro-Aride met au cœur de son approche les institutions et organisations locales afin de favoriser un impact durable. En somme, 27 communes ont pu surmonter leurs difficultés grâce au programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. Nous avons appris le maraîchage et maintenant les femmes cultivent elles-mêmes des légumes sans engrais chimiques. Ils nous ont appris à bien cultiver à travers 100 écoles. Nous avons eu des tracteurs et accessoires. Ils nous ont aussi appris à produire l'aliment bétail, chose que nous ne connaissons pas. Le ministre de l'élevage et de la pêche félicite les acteurs engagés pour les résultats acquis. Au Mali, les zones d'intervention du programme concernent les cercles de San, Tominia, Koro et Bankassa. Les groupes vulnérables ne peuvent être résilients face aux différentes crises, chocs climatiques, insécurité alimentaire et nutritionnelle que lorsqu'ils sont renforcés, soutenus ou appuyés par des opportunités qu'offre ce programme, entre autres. Débuté en 2021, le programme agricole pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel prendra fin en 2031. Il est financé à hauteur de 68 milliards de francs CFA par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et la coopération danoise. Actualité à l'intérieur du pays, faire le diagnostic des capacités régionales et nationales dans la mise en œuvre de l'alimentation scolaire afin de mieux évaluer les besoins alimentaires pour un maintien durable des enfants à l'école. Tel était l'objectif de 3 jours d'échange et de réflexion des acteurs du monde scolaire et les partenaires de l'école dans la région de Tombouctou. Boubacar Djitei. Venus de tout le cercle de la région de Tombouctou et de Taoudeni, les acteurs scolaires ont échangé sur le manquement de la cantine scolaire et leur amélioration afin d'assurer une alimentation équilibrée aux enfants à l'école. Une initiative saluée par les collectivités. Et le dire combien de fois les enfants sont très très heureux de ce que nous apportons comme aliment au niveau de ces écoles-là. Et dire aussi qu'aujourd'hui, peut-être le besoin se fait sentir de plus par rapport à ce qui est en train de donner, mais de rassurer que les collectivités, les CGS, les directeurs d'école et chacun donne de son sien pour que les cantines puissent bien marcher. Pourtant, cette belle initiative est confrontée à des difficultés sur le terrain.
C'est pourquoi l'implication de tous les acteurs demeure incontrôlable pour améliorer l'alimentation scolaire afin de maintenir les enfants à l'école. Pour une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, nous avons besoin des services de l'agriculture, par exemple. Nous avons besoin des services de la santé, ainsi de suite. Nous avons besoin des services des finances, il faut les noter. C'est pourquoi cet exercice, il se fera avec tout ce beau monde, plus le monde de l'éducation, pour qu'on puisse voir pendant les années passées qu'est-ce qui n'a pas marché. Au finish, ça va nous permettre de réorienter les travaux en matière d'alimentation scolaire. Profitant de cette rencontre, les autorités régionales ont rappelé aux participants l'importance et les objectifs de la rencontre. Ce présent atelier se fixe comme objectif de diagnostiquer les capacités régionales et nationales dans la mise en œuvre de l'alimentation scolaire dans notre pays. Aussi, il a pour objectif spécifique de renforcer les capacités des cadres, des structures déconcentrées. Malgré les nombreux efforts consentis par l'État et ses partenaires dans le domaine de la cantine scolaire, beaucoup reste à faire. Dans le cadre de la télé-réalité Instant T basée sur la citoyenneté active malienne, la Team Cœur Connecté vient de présenter son projet de formation en saponification des jeunes femmes vivant avec un handicap visuel. Il s'agit à travers cette initiative de faciliter leur autonomisation économique. Gabriel Keita. Instant T, l'émission télé-réalité qui vise à forger des jeunes maliens dans des projets de développement participatif à impact communautaire. Dans le cadre de cette initiative, la Team Cœur Connecté a présenté son projet de formation pour aider les jeunes femmes vivant avec un handicap visuel. Dans notre communauté, nous avons constaté que la cécité est devenue un frein d'intégration dans la société et que les personnes en situation de handicap souffrent énormément de la stigmatisation et de la marginalisation. Surtout pour les femmes, elles sont confrontées à des multiples problèmes, le côté féminisme et le côté handicap. Elles sont souvent ignorées par la société et dépendantes financièrement. C'est pourquoi Anna a décidé qu'à nous postuler Instant là avec ses projets pour lutter contre ces fléaux. Conscients de l'importance de ce projet, les partenaires techniques ont rassuré de leur accompagnement pour la concrétisation. Dès qu'ils m'ont contacté, j'ai été très content qu'en tant que jeune étudiant et certains aussi en situation de handicap qu'ils aient cette initiative de pouvoir créer leur propre entreprise à travers un concours, d'accompagner les jeunes, d'aider les jeunes, de pouvoir avoir un emploi, un métier, afin de ne pas être dans la société dépendant. Le secrétaire général de l'Union malienne des aveugles a remercié les initiateurs du projet qui vient à point nommé. L'UMA, à sa création, s'est fixé 4 objectifs, à savoir la lutte et la prévention contre la cécité, la scolarisation de l'enfant aveugle, l'intégration des aveugles en milieu rural et l'intégration des aveugles en milieu urbain, en fait. Donc, si il lance les activités pour pouvoir nous montrer comment on fabrique alors les savons, l'usine de fabrique des savons, ça vient à point nommé en fait. Je précise que alors là, au niveau de la Sopram, nous fabriquons la craie et les serpillères. Si on parvient aussi à fabriquer alors les savons, ça vient à point nommé. Nous pourrons recruter beaucoup de non-voyants alors là qui peuvent s'épanouir et qui peuvent s'épanouir dans leur vie quotidienne en fait. Au terme de la cérémonie de présentation, les organisateurs ont animé un panel pour expliquer le projet au public. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.